sur le seuil de la maison pour recevoir M. Bovary, qu'elle fit entrer dans la cuisine, où flambait un grand feu. Le déjeuner des gens bouillonnait alentour, dans des petits pots de taille inégale. Des vêtements humides séchaient dans l'intérieur de la cheminée. La pelle, les pincettes et le bec du soufflet, tous de proportions colossales, brillaient comme de l'acier poli, tandis que le long des murs s'étendait une abondante batterie de cuisine, où miroitait inégalement la flamme claire du foyer, jointe aux premières lueurs du soleil, arrivant par les carreaux. Charles monta, au premier, voir le malade. Il le trouva dans son lit, suant sous ses couvertures et ayant rejeté bien loin son bonnet de coton. C'était un gros petit homme de 50 ans, à la peau blanche, à l'œil bleu, chauve sur le devant de la tête et qui portait des boucles d'oreilles. Il avait à ses côtés, sur une chaise, une grande carafe d'eau-de-vie dont il se servait de temps à autre pour se donner du cœur au ventre. Mais dès qu'il vit le médecin, son exaltation tomba et, au lieu de sacrer comme il faisait depuis 12 heures, il se prit à gendre faiblement. La fracture était simple, sans complication d'aucune espèce. Charles n'eût osé en souhaiter de plus facile. Alors, se rappelant les allures de ses maîtres auprès du lit des blessés, il réconforta le patient avec toutes sortes de bons mots, caresses chirurgicales qui sont comme l'huile dont on graisse les bistouris. Afin d'avoir des attelles, on alla
Monsieur Bovary, père, brisant une chaise contre les pavés, accusa sa femme d'avoir fait le malheur de leur fils en l'attelant à une haridelle semblable, dont les harnais ne valaient pas la peau. Il vint à Dost. On s'expliqua. Il y eut des scènes. Héloïse, en pleurs, se jetant dans les bras de son mari, le conjura de la défendre de ses parents. Charles voulut parler pour elle. Ceux-ci se fâchèrent et ils partirent. Mais le coup était porté. 8 jours après, comme elle étendait du linge dans sa cour, elle fut prise d'un crachement de sang, et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre, elle dit « Ah, mon Dieu !» poussa un soupir et s'évanouit.
rougit quand il entra, tout en s'efforçant de rire un peu, par contenance. Le père Rouault embrassa son futur gendre. On remit à causer des arrangements d'intérêt. On avait d'ailleurs du temps devant soi, puisque le mariage ne pouvait décemment avoir lieu avant la fin du deuil de Charles, c'est-à-dire vers le printemps de l'année prochaine. L'hiver se passa dans cette attente. Mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau. Une partie en fut commandée à Rouen, et elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit, d'après des dessins de mode qu'elle emprunta. Dans les visites que Charles faisait à la ferme, on causait des préparatifs de la noce. On se demandait dans quel appartement se donnerait le dîner. On rêvait à la quantité de plats qu'il faudrait et quelles seraient les entrées. Emma eut, au contraire, désiré se marier à minuit, au flambeau, mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée. Il y eut donc une noce où vinrent 43 personnes, où l'on resta 16 heures à table, qui recommença le lendemain et quelque peu les jours suivants. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, carrioles à un cheval, chars à bancs à 2 roues, vieux cabriolets sans capote, tapissières à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secouer dur. Il en vint de 10 lieues loin de Goderville, de Normanville et de Cagny. On avait invité tous les parents des 2 familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait, court et vidait son monde, qui sortait par tous les côtés, en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bout croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle, et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étrenèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence, et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant